Avant de démarrer la présentation, je vous propose juste de faire un petit tour de table. Alors, on a eu l'occasion de discuter un petit peu avec Christelle, mais juste de se représenter pour que tout le monde sache qui est qui. Et je vais abuser un petit peu, mais j'aimerais bien que, en plus de vous présenter vous et votre structure, que vous nous indiquiez dans votre site l'endroit que vous préférez, dans votre musée, dans votre parc, l'endroit que vous aimez le plus partager avec les autres. Qu'est-ce que vous aimez partager avec les autres? Pour nous qui ne sommes pas dans un site touristique, on va se contenter d'un lieu qu'on aime bien, Anatole et Charline. Je vais commencer, ça vous laisse le temps de chercher. Donc, Diana Siliento, je suis aujourd'hui chargée d'innovation à ADT. Donc, c'est une nouvelle mission pour ADT. Qui est là en fait pour mettre en relation en fait des terrains d'expérimentation et des personnes qui souhaitent expérimenter. Donc, a priori, des startups ou des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont des projets. Voilà. Et puis, moi, l'endroit où je me sens le mieux, c'est dans mon jardin. Je vais être très basico-basique, mais j'ai un énorme pommier. C'est là que je fais du yoga et voilà, c'est là que je me sens le mieux. Et c'est l'endroit que j'aime partager aussi parce que c'est là que j'ai tout mon attirail, chaise longue, etc. Voilà. Charline? Donc Charline de l'Otal de la DT. Donc moi je suis donc au service qualité et je suis avec vous aujourd'hui parce que je m'occupe du club des sites. Donc il y a un réseau de sites de visite qui comprend les musées, les parcs à thème, les lieux de mémoire, les châteaux forts, voilà tout ce qui peut se visiter en site. Et voilà, c'est tout ce que je L'endroit peux que tu dire. aimes le plus partager. Bah, j'ai essayé d'y réfléchir le temps que tu parles, mais il y a beaucoup d'endroits que j'aime bien. Après, moi, j'ai pas de jardin, mais j'ai la chance d'être à la campagne, donc j'aime beaucoup me promener dans la forêt ou dans les vignes. Et voilà, en ce moment, c'est sous les cerisiers où on tend la main et on prend une petite cerise au passage parce que c'est la saison. Voilà. Qui veut continuer? Je peux y aller si vous voulez. Hop. Anatole Boul. Anatole Boul, je suis archéologue et je suis président d'Atelier Pandore, une petite société strasbourgeoise avec laquelle je développe une idée un principe qu'on appelle la boîte de Pandore et qui est une unité d'exposition de musée mobile et qui va nous permettre de réaliser des expositions de musées mais dans l'espace public, donc à l'extérieur des musées, dans une idée de démocratisation de la culture, d'ouverture, d'accessibilité, qui prend aussi tout son sens dans ces périodes post-confinement, post-Covid. Et pour le lieu le lieu qui m'a le plus inspiré ces derniers temps, c'était une visite un peu au hasard à Niederbronn-les-Bains, donc un village alsacien dans lequel il y a eu un aménagement d'un site archéologique donc des termes antiques à Niederbronn-les-Bains, avec une valorisation qui est très très belle entre structure architecturale, urbaine, structure antique, construction antique thermale et aménagement paysager. Et tout ça fonctionne au centre de la ville de Niederbronn-les-Bains. Et c'est très calme, c'est très bien fait, c'est très joli. Ce que je trouve particulièrement inspirant, c'est qu'il n'y a pas de prétention. C'est pas en train de jeter des fleurs de partout et pourtant c'est magnifique, quoi. Voilà. Marielle? Bon, alors je prends le relais. Marielle Collat, donc responsable communication du parc de la Montagne des Singes à Kinsheim. Donc je pense que vous connaissez tous à peu près la structure. Donc nous, pour l'instant, nous ne sommes toujours pas ouverts. Hein. Donc on attend les infos là impatiemment. A priori, ça pourrait être à partir de la semaine prochaine, mais on ne sera pas prêt. Donc je pense qu'on ouvrira plutôt mi-juin. Si tout va bien.
Et que vous dire? Donc l'endroit que je préfère, moi, donc l'idée, c'est de parler quand même du site. C'est au milieu de la promenade. Donc la montagne des Singes, c'est une promenade qui fait à peu près 900 mètres, donc dans une grande et belle forêt. Et c'est vrai qu'on a une clairière. Alors cette clairière est née après. Alors, c'était pas l'ouragan, mais qu'on a eu dans les années 90, enfin La tempête. la tempête, voilà, qui a décimé pas mal d'arbres et qu'on a réaménagé avec des cascades. Donc, c'est un lieu plutôt apaisant où les singes aiment venir, où ils jouent dans l'eau et c'est un endroit vraiment sympa que j'apprécie particulièrement dans le parc. Voilà. Merci. Et Christelle? Voilà, donc Christelle. Donc moi, je travaille pour le musée du chocolat, donc Chocostory à Colmar, qui a ouvert ses portes en décembre 2019, qui les a, comme tout le monde, fermées entre-temps. Voilà. On attend impatiemment la réouverture qui serait éventuellement possible au mois de juillet, mais à voir. Donc moi, je suis responsable commerciale et je m'occupe également de la gestion de la boutique. Et l'endroit préféré du musée, alors je dirais que c'est le cabaret chaud. C'est une des 18 salles qui présente en fait, alors, c'est un spectacle son et lumière. C'est vraiment très chouette. On est plongé dans une aventure de cabaret avec des statues qui parlent, une exposition de chocolat immense avec entre autres la statue de la liberté qui est représentée en chocolat à hauteur d'homme. Hein. Voilà, c'est le cabaret chaud. On a hâte de découvrir. Oui, il faut venir. Ok, merci pour ce tour de table et pour ce partage de bons plans dans vos sites. Je vais lancer juste ma petite présentation. Alors, Et en bas, tu as vu? ça, partager. Voilà. Alors, il y a... Hop là. Donc, on va lancer ce rendez-vous mensuel pour vous permettre de rencontrer un certain nombre de personnes qui ont des projets qui, selon nous, peuvent vous intéresser. Donc, pourquoi travailler avec une start-up j'ai mes leaders qui ont filé, bon, c'est pas grave. En fait, je ne sais pas si à la Montagne des Singes ou à Chocostory, bon, Chocostory, c'est tout naissant. Vous avez travaillé avec des startups déjà ou des personnes qui ont un projet à développer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, pas pour l'instant, ce qui nous concerne. Ok. Christelle, c'est en prévision pour votre... vous avez déjà... Je ne sais pas du tout si c'est en prévision. Après, voilà, c'est vraiment à nous de faire en sorte à ce que ça puisse arriver. Voilà. Quand on est une structure posée et assez conséquente, c'est vrai que on apprécie chez des structures plus petites l'agilité, la rapidité d'exécution qui peut... ça, c'est la grosse valeur ajoutée en fait de travailler avec des personnes comme Anatole. L'adaptabilité parce qu'ils peuvent vraiment faire des choses sur mesure. Ce n'est pas des produits formatés. On n'est pas pendant ces mensuels, on ne va pas vous faire rencontrer des gens qui ont des produits clés en main. Ce n'est pas du tout ça l'esprit. Hein. Donc, ils n'ont pas de catalogue de services, ils ont un projet, ils ont une envie, une ambition, des valeurs, des choses à transmettre. Et c'est très important de le comprendre parce qu'on n'est pas dans une relation forcément client-fournisseur. C'est autre chose, c'est une autre relation qui est à créer. Donc, on est bien dans un rapport humain aussi et de créativité parce qu'on flash sur une ambition, un projet, parfois avec un porteur qui nous emmène avec lui. Je laisserai la parole après à Anatole, vous allez comprendre pourquoi vous le rencontrez ce matin. Et puis, il y a cette capacité, effectivement, cette agilité qu'ils ont de pouvoir
du coup, coller au plus près de nos besoins. Voilà, parce qu'il n'y a pas de produit clé en main, que c'est quelque chose voilà, qui est encore modelable. Et du coup, il y a un échange d'expériences aussi qui se crée entre le site, l'institution, le musée et la start-up. Donc, on est vraiment dans l'échange, quoi. Vous n'hésitez pas à m'interrompre et à interagir, hein, si jamais. Pourquoi avoir envie de travailler avec une start-up, en fait, c'est, comme je vous le disais, c'est plus que chercher un rapport commercial, hein. On est vraiment dans de l'échange. Il y a quelque chose qui est lié à la pédagogie aussi, parce que ce sont des gens qui développent, qui ont une envie, qui développent quelque chose de leur côté, mais ils baignent pas forcément dans notre univers touristique ou culturel. Donc là, je parle de manière générale, hein. Anatole, la culture, il connaît bien, mais de manière générale, c'est pas forcément des gens qui connaissent notre environnement. Donc, c'est intéressant de confronter finalement ces visions avec eux. C'est ce qu'ils recherchent en travaillant avec nous. On peut être séduit donc par les valeurs et un projet plus que par un produit. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Travailler avec une start-up, c'est aussi parfois, on est parfois un peu, bon, je travaille dans une institution touristique, je sais que parfois on a tendance à être un peu, voilà, les choses bougent beaucoup autour de nous. Travailler avec des start-up, c'est aussi une manière de rester en phase avec ce qui se passe autour. La technologie, mais aussi les méthodes de médiation. Voilà, c'est une manière de rester un peu à flot sur tout l'environnement qui change très très vite autour de nous. Travailler avec une start-up, c'est aussi limiter les risques par rapport à l'innovation. Parce que alors l'innovation, c'est un mot qui est hyper galvaudé aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde en veut. Peu se lancent réellement parce que effectivement, ça fait un peu peur. Travailler avec une société à côté de soi, c'est aussi partager finalement le risque. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif et rassurant. Non pas qu'on fonce tous les deux dans le mur, mais bien parce que avec les échanges et tout l'apport qui est mené autour du projet, on peut vraiment limiter les risques pour se lancer dans l'innovation. Ça va pour vous? Vous souhaitiez réagir par rapport à l'un des items? Ok. Je passe après la main à Anatole. Donc aujourd'hui, on le rencontre pour qu'il nous présente un petit peu son projet et son parcours. Quelle idée, Anatole, de vouloir mettre la culture dans une boîte et l'évangéliser et la mettre dans la rue ensuite. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on vous propose ce projet-là. L'idée, c'est de venir vers vous tous les mois avec une autre personne qui vous proposera des choses très différentes. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Le mois prochain, on peut vous parler de mettre de l'audio dans vos sites et faire venir 1, 2, 3 startups pour parler de certains sujets. N'hésitez surtout pas à venir vers nous. Venez nous dire ce qui vous titille, ce que vous ne comprenez pas, ou nous faire part de vos envies par rapport à votre site, ou sur le plan même juste, vous êtes des Alsaciens qui visitez, et sur le plan plus expérientiel, hein, sur peut-être des choses que vous souhaiteriez qu'on traite avec grand plaisir. Moi, j'ai plein d'idées, mais c'est quelque chose que je souhaiterais volontiers confronter avec votre actualité. Et j'ai commencé à faire des interviews de pas mal de sites touristiques. Donc, j'en fais aussi avec les startups, ce qui me permet de voir un petit peu les opportunités de collaboration qui peuvent être intéressantes. Donc, je suis très, très désireuse d'avoir des entretiens avec vous, Marielle, et avec Christelle, sur vos sites pour qu'on puisse voir un petit peu où vous en êtes et ce vers quoi vous souhaitez vous diriger.
Et puis, pourquoi pas, y a des startups qui recherchent des choses très, très précises. Donc, si vous souhaitez être terrain d'expérimentation aussi pour ces projets, nous, ça nous intéresse énormément. Sachant que l'idée, c'est pas c'est pas une usine à gaz, c'est vraiment de faire avec vos objectifs et vos besoins, vos envies par rapport à vos sites. Voilà, donc la prochaine rencontre aura lieu le 30 juin. On vous propose une rencontre le 30 juin. Là, on a fait des rendez-vous à 10 heures. Peut-être que vous préféreriez plutôt le matin, peut-être que vous préféreriez à la sortie du repas de midi pour le café, peut-être que vous préférez au goûter. Ça aussi, n'hésitez pas à nous faire un retour sur les horaires qui vous accaparent le moins et qui vous permettent d'avoir une petite heure l'esprit libre. Alors, je ne sais pas, Marielle, habituellement, quand le parc est ouvert, moi, ça me convient, pas de souci. Cet horaire-là me va bien. Si c'est plutôt, c'est bien aussi. Peut-être plutôt le matin que l'après-midi. D'accord. Et Christelle Ouais, c'est bien. Alors, oui, 10 heures, pour moi, personnellement, c'est très, très bien. Effectivement, okay. ça colle pile poil. On essaiera d'évaluer au fur et à mesure avec les prochaines rencontres si on maintient cet horaire. En tout cas, je vous enverrai le PowerPoint, vous aurez mon adresse mail. N'hésitez surtout pas à venir vers moi. Je vous ai aussi mis le lien vers la page ADT où on vous explique en fait qu'est-ce que fait l'ADT dans l'innovation, si vous posez la question. Et je vais passer la main à Anatole. Comment j'arrête le partage comme ça? Non. Juste que tu arrêtes le partage d'écran. Voilà. Alors, bonjour à tous, ça y est, si on m'entend bien. Alors, déjà, merci beaucoup pour votre invitation à cette première rencontre je suis le premier, c'est génial, de la mensuelle de l'innovation de l'Agence du développement touristique d'Alsace. Je suis assez honoré d'être le premier. Et il convenait pour moi de vous présenter un projet que j'ai, qui s'appelle la boîte de Pandore. Est-ce que tout s'est bien placé chez vous, le partage d'écran? C'est bon? Nickel. Impeccable. C'est un projet que je porte avec une petite entreprise qui s'appelle l'Atelier Pandore. Je tenais simplement à me présenter rapidement. Je suis archéologue de formation, avec une spécialisation en architecture. J'ai eu l'occasion de travailler dans des différents aspects de muséographie, notamment ce qui est devenu le 5e lieu, qui était au moment où j'y étais le SIAP de Strasbourg, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, où j'étais plutôt avec une casquette de chercheur. Et depuis 2018, donc, j'ai fondé Atelier Pandore, une société qui était à la base une société de valorisation du patrimoine historique et qui en fait se tourne au fur et à mesure vers une société de valorisation tout court, pas seulement du point de vue historique et archéologique, grâce à une idée qu'on est en train de développer et qu'on a nommée la boîte de Pandore, sur laquelle je vais revenir. En parallèle de mes études, mais aussi après mes études d'archéologie, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'animation et de l'éducation populaire. Donc là, c'est plutôt au contact de jeunes enfants et de jeunes adultes. Et dans le cadre de l'éducation populaire, qui est très important parce que ça a permis d'ancrer des valeurs, notamment sociales, d'ouverture, de démocratisation et de bienfaisance globale pour la société, qui est rentrée en collision avec le monde de la recherche, de l'archéologie, de la science, pour créer justement cette société qui est en fait l'interface entre ces deux mondes, Atelier Pandore, entre la recherche et l'éducation populaire. Et donc, ça explique un petit peu ce projet de la boîte de Pandore, qui est qui sont des boîtes qui permettent d'exposer des œuvres, qu'elles soient très fragiles ou pas du tout d'ailleurs, ou qu'on puisse appeler ça des œuvres ou du patrimoine artisanal ou des œuvres d'art contemporain spécifiques ou pas, etc.
On est donc en train de créer des boîtes de Pandore qui se déclinent sous 3 formes différentes. Une boîte de Pandore qu'on a appelée la boîte vitrine, qui est une boîte plutôt simple, très modulable, avec des surfaces vitrées plutôt importantes et qui nous permet d'exposer des œuvres qui ne sont pas fragiles et tout ça dans l'espace public. Ensuite, une boîte de Pandore qu'on est en train de construire en ce moment, qu'on a appelée la boîte de Pandore type musée et qui est donc adaptée aux contraintes d'exposition de musée pour des œuvres fragiles et du point de vue de la conservation et du point de vue de la sécurité. Et la troisième offre, c'est une boîte de Pandore sur mesure. Et là, forcément, elle n'existe pas encore puisque c'est vraiment dans le cas où on aurait un client qui aurait des besoins tellement spécifiques qu'il nous faudrait recréer une boîte pour ces usages spécifiques. Donc, je vais vous présenter forcément uniquement les 2 premières boîtes. Je tenais juste simplement à préciser qu'avec Atelier Pandore, on a des services complémentaires de conception d'exposition, de coordination technique. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça, et de conception d'animation et d'ateliers pédagogiques autour des expositions. Alors la boîte vitrine, c'est une boîte qu'on a déjà utilisée en 2018 pour réaliser une exposition, pour produire et réaliser une exposition à Cronenbourg. Donc on est allé déplacer un petit musée universitaire, le musée Adolphe Michaelis. Au total, il y avait 12 œuvres qu'on est allé mettre dans le quartier de Cronenbourg, donc qui est un quartier périphérique, un quartier un peu éloigné du centre urbain de Strasbourg. On est allé mettre donc des œuvres qui étaient des copies en plâtre d'antiques dans un quartier, un écoquartier, à la rencontre du public directement au bord de la route. Alors là, c'était des chemins plutôt avec du transport doux. Et on a pu voir ce que ça voulait dire que de mettre un musée dans la rue, ce que c'était les conséquences, notamment du point de vue social, de ce genre d'acte, qui était très intéressant aussi du point de vue touristique, c'est-à-dire de la rencontre entre un public qui ne s'y attendait pas et d'un musée qui était vraiment coincé, entre guillemets, dans ses locaux, coincé parce que le musée Adolphe Michaelis se trouve au Palais universitaire de Strasbourg, dans les rez-de-jardin, dans des locaux plutôt exigus. Il n'a pas de salle d'exposition temporaire. Donc ça, c'est donc notre première offre qu'on peut continuer à mettre en place avec, donc vous le voyez, des vitrines qui sont à chaque fois agencées un petit peu différemment. On en voit plusieurs en bas à gauche ici. Et donc, c'est assez modulable. On peut créer des scénographies particulières à l'intérieur, mais il faut bien sûr que les œuvres exposées soient adaptées à des conditions d'exposition plutôt sévères, qui ne craignent pas la chaleur, le soleil, etc. La nouvelle boîte de Pandore, la boîte de Pandore musée, la deuxième offre que je voulais vous présenter, c'était une boîte de Pandore qu'on est en train de créer, qui va sortir en août prochain et qu'on est en train de construire avec un bureau d'architecture strasbourgeois et un bureau d'ingénierie qui permet d'exposer des œuvres de musée, des œuvres fragiles, avec tout ce que ça veut dire du point de vue de la conservation et de la sécurité des œuvres, et d'exposer ces œuvres dans l'espace public. On a créé donc un espace d'exposition de 9 mètres carrés, construit sur la base d'un conteneur maritime, modifié et qu'on vient équiper. Là, vous voyez une perspective éclatée, une axonométrie éclatée. On voit bien la répartition des espaces, une version assez brute qui nous permet de bien comprendre comment la boîte elle a été créée, elle a été imaginée. Tout est fait pour des types de clients qui sont plutôt des musées et des porteurs de collections publiques et privées. Et une partie de la scénographie est déjà mise en place et modulable de façon à ce qu'un porteur de collection n'ait que le strict minimum. Alors, il peut faire le strict minimum ou plus, bien sûr, en termes de scénographie. Alors, voilà, vous aviez une version assez brute, ça c'est toujours la boîte de Pandore, dans des versions, voilà, Diana le disait tout à l'heure, on est vraiment en train d'y travailler, on est en pleine construction et on est capable d'en discuter avec des futurs clients pour adapter notre produit justement aux besoins de chacun, aux attentes de chacun. Alors là, on ne s'est pas privé de mettre une œuvre d'un grand artiste international. Et vous voyez que tout ça est en train d'évoluer, que ce soit les couleurs. Alors là, elles ne sont bien sûr pas définitives.
Le bleu nuit ici va sans doute être privilégié pour l'aspect extérieur, pour que ce soit pas trop brillant et pas trop désagréable pour les habitants dans le quartier. Et ensuite, le bleu clair qu'on voit ici, c'est encore un code graphique qu'on a créé pour bien différencier les choses, mais ça restera sans doute pas comme ça. Et donc, vous voyez qu'il y a un auvent qui vient scénographier la face principale de la boîte, et ensuite une structure extérieure qui vient redessiner les arêtes de la boîte et qui sont des tubes ajourés. Alors là, ils sont bleus, mais en réalité, ils seront de la même couleur que la boîte, ils sont simplement ajourés. Et à l'intérieur, on va y mettre un système d'éclairage de façon à ce que la boîte soit bien visible la nuit aussi. Alors, je dis bien visible pour que ce soit, bien sûr, attractif pour le grand public, mais aussi bien visible pour que ce soit visible des personnes qui sont en déficit, dans une situation de handicap visuel, et pour lesquelles il faut mettre en place des alertes lumineuses, notamment la nuit, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Alors vous voyez que cette présentation, elle est intéressante aussi parce qu'elle est très douce à partir du moment où on va pouvoir mettre la boîte dans un espace public avec des œuvres à l'intérieur. Il n'y a pas de prétention incroyable, on n'est pas en train de lancer des lasers dans tous les sens, on est plutôt là à proposer un contenu qui est accessible de façon très, très, très douce. Moi, je parle souvent de cette image du sachet de thé qu'on vient mettre dans l'eau et qui diffuse un élément culturel. On peut le prendre ou passer son chemin, peu importe, mais il existe, il est là, il est disponible, il est a priori gratuit et il est accessible du coup au plus grand nombre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, hein, je peux toujours revenir au pire sur ces différentes perspectives que si vous avez sous différentes vues encore. Et bien sûr, je le répète, ça c'est des couleurs qui sont plus liées à notre construction de projet que couleurs définitives. Et donc, il ne faut pas s'attendre à voir une boîte flashy comme ça dans les espaces publics. Bien sûr, ça c'est un aspect très important pour tous les porteurs de collections qui ont des œuvres précieuses, c'est qu'il y a tout un ensemble de précautions de conservation et de sécurité qui ont été prises grâce à une structuration du projet avec un bureau d'études d'ingénierie fluide et thermique, et qui nous a conseillé sur le type de matériel à mettre en œuvre, que ce soit du point de vue de l'isolation ou du système de stabilisation climatique. On a un système, bien sûr, de sécurisation de vitrage, un système de filtration UV et tout un système de sécurité que je ne vais pas détailler ici, sinon ce serait de la triche. Et bien sûr, c'est une boîte qui a cette grande capacité à s'adapter aux différents usages qu'on pourra imaginer, que vous pourrez imaginer, ou de nouvelles personnes, parce qu'on s'est rendu compte que quand on présente le projet de la boîte de Pandore, chacun arrive à se projeter dans un autre usage. Alors là, je vous en ai listé quelques-uns, ceux qui sont ressortis le plus souvent. C'est-à-dire cette idée de créer une itinérance, donc créer une exposition unique et de la faire voyager. Cette idée de faire résonner des œuvres avec un contexte géographique. Alors, pour des archéologues, c'est d'autant plus éloquent. Créer un teasing d'exposition, réorienter des flux touristiques vers une structure qui est peut-être un peu plus éloignée du trajet classique des touristes, par exemple. Attirer des nouveaux publics dans ces locaux. Ce que j'ai pas mis, pas mis ici, c'est aussi la façon purement philosophique et altruiste de diffusion de la connaissance, de diffusion du bien, des biens culturels locaux ou nationaux, etc. Et de mettre ça à disposition du grand public. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Anatole. Est-ce que, en participant à cette rencontre, Christelle et Marielle, vous aviez une idée derrière la tête? Pas du tout. Alors, je ne m'attendais pas à ce type de boîte de Pandore. C'est vraiment une boîte. Je pensais que c'était plus une réflexion de boîte à outils, on va dire,
pour de l'innovation, pas une boîte concrète, mais je trouve que le projet est très intéressant. Alors là, honnêtement, pour la montagne des singes, je ne vois pas tout de suite l'utilisation possible. Après, moi, j'ai plusieurs casquettes, donc ça peut m'intéresser à d'autres niveaux, parce que je suis aussi élue à la culture, à la ville de Bar, donc ça peut m'intéresser dans ce cadre-là aussi. Pour d'autres choses, pour en revenir à la montagne des singes, pourquoi pas quand même dans le cadre d'une exposition temporaire qu'on ferait. Aujourd'hui, on n'a pas encore de projet dans ce sens-là, mais c'est quelque chose qui me semble intéressant, en tout cas, oui, pour drainer les flux vers notre site. Tout à fait. Mhm. En association avec un musée partenaire, par exemple, qui réaliserait une exposition à l'intérieur du parc. C'est intéressant. Oui, tout à fait, parce qu'on n'a pas on a en plus pas d'espace fermé qu'on puisse vraiment exploiter. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on avait un projet avec le musée d'histoire naturelle à Paris qui avait fait une belle expo sur les primates. Il y avait des projets de la faire tourner, d'avoir cette expo itinérante. Finalement, ça n'a pas pu se faire, mais il y aura peut-être d'autres projets à l'avenir et je pense que c'est intéressant d'avoir cette proposition-là. Et Christelle? Nous, en fait, par rapport à l'exposition de Choco Story aujourd'hui, qui est donc située en plein centre de Colmar, juste à côté de la collégiale, c'est vrai que pour orienter les flux vers la structure, ça pourrait être super intéressant parce que c'est un peu un souci aujourd'hui. On est un peu au milieu de plein de belles choses, hein. Et voilà, du moins au départ, les futurs clients ou visiteurs s'arrêtent devant Choco Story. Voilà, c'est une première découverte. Ils viennent pas parce qu'ils en ont entendu parler ou voilà. Donc justement, pour attirer les flux, je pense que ça peut être une très bonne solution. Et je pense aussi qu'il y a des partenariats à faire justement avec la ville de Colmar. Parce qu'il y a plein de petits musées qui sont parsemés un peu partout. Et ça pourrait donner un visuel supplémentaire. C'est vrai que c'est un projet qui nous paraissait hyper intéressant en cette période notamment parce que d'une part, c'est quand même une solution pour beaucoup de musées de pouvoir étendre leur zone d'exposition dans une époque où on vous demande de respecter un certain nombre de mesures sanitaires. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir cette possibilité d'extension rapide voilà. Et il y a aussi ce côté échange entre les sites ou entre le patrimoine d'une ville, un chemin de randonnée, le fait de bouger un certain nombre d'œuvres qui restent secrètement fermées, inaccessibles, et pouvoir la mettre là finalement où les gens sont présents, l'offrir au regard de tout le monde. Il y a quelque chose qui moi, me paraissait hyper intéressant à creuser. Ça peut être une forme de partenariat entre un magnifique parc où on peut donner à manger du popcorn aux singes, sans le citer, et un musée culturel, puisque sur site, dans la montagne des singes, moi j'y vais régulièrement avec mes enfants. On capte donc un public familial avec des enfants et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très intéressant d'avoir quelque chose de culturel sur le site qui rajoute une dimension un peu pédagogique, pourquoi pas. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ça peut être du chocolat aussi en exposition. Ça peut être... Enfin, bref, il y a beaucoup de choses à imaginer. Ça ouvre des perspectives et des idées, quoi. Et puis, je me permets de rebondir en disant aussi que on parlait de problématiques liées au climat avec le chocolat qui est bien sûr important. Et on est justement, on a cette offre de création de boîtes sur mesure. Et on a d'ailleurs un partenaire qui est en train de se positionner pour créer une boîte spécifiquement adaptée à l'exposition de glace
de glace, non pas à manger, mais de glace de type qu'on retrouve dans les pays froids. De sculpture en glace? De sculpture en glace, c'est ça. Et donc, on est en train de trouver des solutions techniques pour réussir à faire ça un peu sur le modèle de la boîte de Pandore spéciale hiver. Et juste pour avoir une idée, on est dans quel ordre de prix pour une boîte de Pandore? Alors, justement, il y a les... Pardon? Ça dépend de ce qui est mis dedans, j'imagine aussi. C'est ça. Nous, avec l'atelier Pandore, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition l'outil. Et donc, là, on a 3 gammes. La gamme vitrine classique, j'allais dire, où on n'a pas de question de conservation des œuvres, qui ont des prix plutôt très accessibles. On a la boîte musée qui est plus onéreuse, mais notre volonté, c'est de s'adapter, qu'on puisse s'adapter à chacun de nos futurs clients pour que on puisse réussir à diffuser la culture, mais pas seulement dans les grands centres urbains qui ont les moyens, qu'on puisse aussi aller visiter des sites plus petits, qui ont des budgets culturels moins importants. Donc on s'adapte. Et bien sûr, il y a l'offre sur mesure, là, qui est plus... je ne peux pas vous répondre précisément parce que ça dépend vraiment de l'ambition et des besoins du partenaire qu'on va rencontrer, quoi. Okay. Donc, vous n'avez pas de fourchette de prix, Anatole, à communiquer. C'est vous le construisez à la demande en fonction du projet, c'est ça? On construit à la demande. On sait que on va pratiquer des prix dégressifs. Donc, plus le temps de location de la boîte est longue, plus les prix diminueront. Et on fera du coup une tarification au jour, à la semaine et au mois, et sans doute avec des périodes hautes et des périodes plus basses. Voilà. Et bien sûr, Madame Paula, on a une grille tarifaire plus précise, mais je ne suis pas sûr qu'ici ce soit hyper pertinent de la diffuser. Oui, je comprends. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour peut-être sur les premières expériences que vous avez eues avec ce qui s'est fait à Cronenbourg? Alors oui, bien sûr, plus de précision. Alors je vais revenir déjà à la slide. Hop, si mon ordinateur accepte de réagir, super. Alors à Cronenbourg, on avait donc 12 œuvres dans 4 boîtes de Pandore disposées le long d'un chemin qui parcourt le quartier La Brasserie. Donc c'est l'ancien quartier où il y avait l'usine Cronenbourg, notamment la canetterie de l'usine Cronenbourg, et sur laquelle un écoquartier s'est installé depuis 2014, je crois. Et là, on est arrivé en 2018 à la fin de la phase de travaux du quartier. Le partenaire financier qui a financé l'exposition était un promoteur immobilier qui construisait juste à côté. Et donc, c'est lui qui a offert, entre guillemets, une fête culturelle et artistique de 23 jours ouvrés, un mois d'exposition, qui a fonctionné de jour comme de nuit. Et nous, on a mis un capteur thermique qui nous a permis de connaître le nombre de passages devant ces boîtes, qui s'est évalué à 12 000 personnes en 23 jours. On a raisonnablement divisé ce nombre par 2, parce qu'on peut se dire que quand on promène son chien, on fait une boucle. Donc, par exemple, on est arrivé à 6 000 personnes. Et sur ces 6 000 personnes, on a fait une étude sur le site qui nous a permis d'évaluer à 3 000, 3 500, 4 000 personnes, entre 3 000 et 4 000 personnes qui étaient vraiment venues pour l'exposition, pour la visiter et pour ses bienfaits. Alors, la grande majorité, c'était des personnes du quartier, en dehors des journées du patrimoine, puisque cette exposition avait lieu en septembre, à mi-chemin entre septembre et octobre. Et donc, on s'est vraiment adressé à des personnes qui sont plutôt éloignées du centre culturel en lui-même, ce qui est hyper pertinent. Donc des personnes plutôt du quartier,
ce qui nous a permis aussi de nous adresser directement aux habitants du quartier, d'où ce titre qui est clair et qui est clairement orienté vers le quartier en lui-même, d'Athènes à Cronenbourg. Pour parler plus précisément de la thématique, et après je vais en venir encore à un dernier aspect qui va encore plus, je pense, vous intéresser. La thématique, c'était une notion de démocratie. Donc on est revenu sur ce que ça voulait dire la démocratie dans l'Antiquité, c'est-à-dire à sa fondation. Et si on a choisi cette thématique, c'est parce que l'écoquartier La Brasserie est un écoquartier dans lequel se sont posées plein de questions de démocratie locale, avec des associations de quartier qui étaient fédératrices et moteurs de ces questions, avec des habitants individuellement qui étaient passionnés et qui réalisaient des projets dans leur coin, j'allais dire. Et pour en arriver au dernier aspect qui est hyper intéressant, c'est la partie animation qu'on a mis tout autour de cette exposition, puisqu'on a développé un programme d'animation, au total 23 moments en 23 jours, qui a été plutôt centré sur les week-ends et les mercredis. Les mercredis, bien sûr, pour accueillir les scolaires, les extrascolaires, mais les enfants sur des thématiques notamment de contes animés, donc contes mythologiques, qui se rapportaient directement à notre thématique. Et les week-ends pour l'accueil de familles, etc. Des visites commentées, mais aussi des ateliers autour du jeu, des jeux de société antiques. Et en fait, on a créé ce qu'on a appelé l'agora, qu'on ne voit pas sur mes photos, c'est un peu dommage, c'est vrai. Une agora, donc un petit genre de salon extérieur ouvert de jour comme de nuit, où le jour, alors c'est nous qui prenions position et qui accueillions les publics, et la nuit, c'était d'autres personnages qu'on n'a pas rencontrés et qui faisaient leur apéro entre amis dans cet endroit-là. Et c'était assez intéressant. Et la dernière chose, c'est qu'on a aussi réalisé des accueils de scolaires, donc des classes qui sont venues sur le site. Au total, il y a eu 10 classes, ce qui représente 250 enfants, et principalement de primaire et de collège du secteur. Et donc, la brasserie, le quartier, c'est vraiment la jonction entre, au sud, le vieux Cronenbourg, donc un quartier plutôt résidentiel et plutôt aisé, et le quartier nucléaire de Cronenbourg, qui est un quartier plus populaire et plus pauvre, avec des problématiques sociales importantes. Donc, on a accueilli des classes des deux côtés, entre guillemets, de ce même quartier. Et ça posait des questions qui étaient tout à fait insolites et tout à fait intéressantes, parce qu'on a bien vu une fracture sociale et culturelle, mais en même temps une rencontre de ces deux types de publics sur un même lieu, une rencontre aussi des habitants entre eux, avec les associations locales. Et je pense que la plus grande plus-value sociale de cette exposition, ça a été cette rencontre entre les habitants, les associations locales, les écoles, les professeurs, enfin, tout ce brassage que ça a créé, cette activité. Moi, je parle d'une activation de quartier, notamment dans ce cas-là, d'un quartier qui est sorti de terre en 4 ans et qui n'existait pas 4 ans avant. Voilà. Ok, merci. On arrive à la fin de notre heure de présentation. On va peut-être arrêter l'enregistrement, Charline.